Ce journal vous est présenté par Font des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bonsoir à tous et bienvenue à cette session d'information dont voici le sommaire. À la veille de l'expiration de l'ultimatum lancé par la coalition C64, la pression monte autour de la convocation du dialogue national inclusif. La C64 attend des actes du pouvoir, faute de quoi elle menace de retrouver la rue. À la une également, alors que le CESAC évoque des possibles sanctions contre les réseaux sociaux TikTok, le gouvernement ne privilégie pas encore la suspension de cette plateforme dont certains se servent pour des attaques et des invectives. Et puis à l'international, à Madagascar, la grande île, les autorités se réorganisent pour faire face à la crise énergétique et ainsi protéger l'économie. Bonsoir à tous. Le pouvoir donne-t-il des signes d'apaisement politique? Le renvoi à septembre de la loi sur le référendum, après son passage devant la Cour constitutionnelle, intervient alors que plusieurs gestes de décrispation sont observés sur la scène politique congolaise. Une accalmie qui intervient à la veille des discussions politiques annoncées comme cruciales. Donc, Matt. La loi sur le référendum, attendue après l'avis favorable sous réserve de la Cour constitutionnelle, est finalement renvoyée au Parlement pour une seconde lecture. Dans un communiqué publié le 13 août, les bureaux de l'Assemblée nationale confirment que le texte ne sera pas examiné avant la rentrée parlementaire de septembre. Officiellement, il s'agit de tenir compte des réserves formulées par la Cour constitutionnelle. Mais politiquement, ce report est diversement interprété. Dans l'opposition, cette loi est considérée comme un élément central du projet du pouvoir, certains y voyant la préparation d'une révision constitutionnelle susceptible d'ouvrir la voie à un nouveau mandat présidentiel. Le renvoi du texte intervient surtout dans un contexte marqué par plusieurs gestes d'apaisement. Des opposants ont récemment récupéré leur passeport, à l'instar de Olivier Kamitatou. 15 détenus présentés comme proches de l'FCM23 ont été libérés et Ramazani Chadari ainsi qu'Aubin Minakou, proche de Joseph Kabila, ont finalement été transférés devant la justice après près de 200 jours de détention dans un lieu tenu secret. Autant de signaux qui, mis bout à bout, peuvent être lus comme une volonté de décrisper les climats politiques avant l'ouverture des discussions annoncées comme cruciales. Mais le véritable test sera en septembre. La loi référendaire sera-t-elle simplement corrigée sur la forme ou son contenu sera-t-il profondément réorienté? C'est à ce moment que pourraient se préciser les véritables intentions du pouvoir. À la veille de l'expiration de l'ultimatum lancé par la coalition article 64, la pression monte autour de la convocation du dialogue national inclusif. La C64 attend des actes concrets du pouvoir, faute de quoi l'opposition pourrait relancer la pression de la rue, une éventualité qui risquerait de crisper encore plus le climat politique en RDC. Blest Kouzola. À quelques heures de l'échéance fixée par les opposants, le suspense reste entier autour du dialogue national inclusif. La coalition article 64 avait fixé au 15 août la date limite pour obtenir des avancées concrètes en faveur de la convocation de ces assises. Une démarche présentée comme une voie de sortie à la crise politique, sécuritaire et socio-économique qui secoue la République démocratique du Congo. Mais à l'approche de cette échéance, aucune convocation formelle du dialogue ne semble avoir été annoncée. Et c'est précisément ce qui inquiète la C64. Pour cette plateforme de l'opposition, le dialogue doit être véritablement inclusif et réunir les différentes composantes de la classe politique et de la société civile. Objectif: trouver des réponses consensuelles aux principales crises du pays, mais aussi prévenir une nouvelle montée des tensions politiques. Face à cet ultimatum, le pouvoir affiche une autre position. L'exécutif rejette l'idée d'un dialogue dicté par la pression ou par un calendrier imposé par l'opposition. Pour les autorités, l'initiative du dialogue relève du chef de l'État et doit s'inscrire dans un cadre approprié. Dès lors, deux scénarios se dessinent. Premier scénario, une initiative politique intervient avant
avant ou après l'expiration de l'ultimatum permettant d'ouvrir des consultations et de désamorcer la tension. Deuxième possibilité, aucune avancée n'est enregistrée et la C64 met sa menace à exécution en relançant ses actions citoyennes. Une perspective qui pourrait raviver le bras de fer entre pouvoir et opposition dans un contexte déjà marqué par les débats sur l'avenir institutionnel du pays. À l'approche du 15 août, une question demeure donc, le dialogue sera-t-il enfin déclenché ou l'expiration de l'ultimatum ouvrira-t-elle une nouvelle phase de tension et crispation politique? La coalition C64 arrive au terme de l'ultimatum de 2 semaines accordé au président Félix Tshisekedi pour la convocation du dialogue national inclusif. Interrogé sur ce qui pourrait arriver après cette date, la date du 15 août, l'ex-parlementaire Gustave Omba Bidimono, coordonnateur du cercle de réflexion Café d'élite, a fait savoir qu'il n'y aura pas d'apocalypse ni d'hécatombe. Suivez. Je ne crois pas que nous pourrons vivre l'apocalypse du fait que le chef de l'État n'a pas répondu à l'ultimatum qui a été lancé par le C64. On ne peut pas vivre l'apocalypse par rapport à cela. Il n'y aura pas non plus l'hécatombe. Mais le plus important, je crois que, étant garant de la bonne marche des institutions et de la stabilité nationale, face à une situation qui est en train de mettre toute la région dans une position d'incertitude, je crois que la crise politique congolaise qui a plusieurs têtes peut trouver solution si la volonté politique y a. Nous devons sans ignorer que le président Félix Tshisekedi garde aujourd'hui de la légalité et la légitimité, quel que soit ce que les gens peuvent dire. Mais il est face à une réalité qui fait que nous soyons victimes d'une agression et que cette agression se fait avec l'accompagnement des dignes fils du pays. Et je crois que la sagesse africaine voudrait que pour bien réagir face à la menace extérieure, que ce soit à l'interne, nous puissions rappeler tous les fils perdus, égarés, à pouvoir se mettre ensemble. J'en appelle donc au président de la République de briser ses galons et de voir la souffrance de sa population. Le peuple souffre énormément. La population du Kivu est en train de se sentir abandonnée. Cette population n'a pas dit qu'ils avaient besoin de vivre cette rébellion là-bas. Ils subissent. Le fait de subir le met aujourd'hui dans une position où leur situation, à la fois sécuritaire, leur santé financière, leur santé appropriée n'est pas bien encadrée. Nous avons aujourd'hui le cas d'Ebola. Cette zone-ci, elle est encore touchée. J'ai suivi le professeur Mouyembe se plaindre de la manière dont la gestion de cette situation est en train de se faire. Il y a lieu de se dire, il nous faut une voie de sortie de crise. Ça ne doit pas se faire sous pression avec cette logique apocalyptique qui s'annonce, mais plutôt la conscience qui devait toucher chacun de la position qu'il occupe pour prévaloir la paix, la stabilité. Le prix de la paix, c'est le compromis. Nous ne pourrons pas recréer la stabilité dans cet espace de l'Afrique centrale si notre pays, qui est à la base de la crise, n'a pas pris l'initiative au nom d'un pacte républicain, nous puissions ramener la paix et la stabilité pour donner la chance à tout le monde de vivre la joie et le bonheur du Congo. Voilà ma position. Merci. Les FRDC renforcent leur capacité logistique. Le vice-premier ministre en charge de la défense nationale, Guy Kabombo Mwadianvita, a remis un important lot de véhicules à l'état-major général. Ces moyens roulants sont notamment destinés aux patrouilles et au déploiement des unités sur le terrain. Héritier Lelo pour plus de détails. La mobilité constitue un élément essentiel de l'efficacité opérationnelle d'une armée. Le vice-premier ministre en charge de la défense nationale et ancien combattant, Guy Kabombo, a remis au chef d'état-major général des FARDC, le lieutenant-général Jules Banza Mouilamboué, un important lot de véhicules destinés aux forces armées. Une dotation qui doit notamment renforcer les patrouilles et le déploiement des unités. La cérémonie s'est déroulée à la base logistique des FARDC. Plusieurs camions Kamaz 6x6 et des pick-up ont été remis
remis à l'état-major général. Des moyens roulants destinés notamment aux opérations de patrouille et au déplacement des troupes et des équipements. Pour les autorités, cette dotation s'inscrit dans le renforcement de la chaîne logistique de l'armée. Une meilleure mobilité doit permettre aux unités de se déployer plus rapidement et d'améliorer leur capacité de réaction sur différents théâtres d'opération. Dans un contexte sécuritaire exigeant, particulièrement dans les zones affectées par les conflits, la disponibilité des moyens de transport demeure déterminante. Au-delà de la remise des clés, l'enjeu sera désormais d'assurer une bonne gestion, une réparation efficace et surtout l'entretien de ces véhicules afin de garantir leur disponibilité dans la durée. Une dotation qui vient appuyer les efforts de modernisation et de renforcement de capacités opérationnelles des FARDC. Les policiers affectés au contrôle routier sont rappelés à l'ordre contre les tracasseries et les abus envers les usagers. À Mitendi, dans la commune de Mongafula, lors d'une patrouille itinérante effectuée jeudi 13 août, le commissaire provincial de la police a insisté sur le respect des procédures et des citoyens, dont la vérification des documents de bord. Didier Ilunga, image et commentaire. La hiérarchie de la police nationale congolaise rappelle ses troupes à l'ordre face aux abus signalés lors des contrôles routiers. Extorsion, brutalité et autres comportements répréhensibles sont notamment pointés du doigt. Consigne, faire respecter la réglementation sans transformer les contrôles en source de tracasserie pour la population. Bino, bosa musala malamute. Bapekisi bitu cha barrière, bapekisi ko rassurer population. Boyo ndima ba rassurer population ngeni. Bapekisi bitu brutalité, lebe ko kanga mutu. Bebilo kanga mutu tesinga, bete fimbu. Bomi mutu ko sala fu, waza ni nyona. Surtout comme mi konyo ce qui bino boza démissionnaire. Et bandi ngeni ni bino, boza na mission moko yebani. Ya contrôler ba permis, ba plaque. Bongo bani boni boko ko sambisa. Même les infractions pénales, il y a droit commun. Il n'appartient pas à une unité d'intervention d'interroger. Bango les interventions nini, ba yeko kanga mutu na intervention, ba intervention à chaud. Ba zongi so unité territoriale, c'est pas à eux. Bongo bango ba ko kanga ba permis na poche na bango. Poza nini? Soki na yesu mbala oyo. To kolongola bino boke pembeni. Tozi ba tuma discipliner ba yeko sa musala wana. To sa musala pour l'état. S'il y a des contraventions et c'est pour l'état ou la population. Et s'il y a des amendes à percevoir, c'est au compte du trésor public. Cette mise en garde intervient alors que les plaintes des usagers sont régulièrement signalées dans plusieurs coins de la capitale. Le commissaire provincial de la police entend ainsi rappeler à ces éléments que l'exercice de l'autorité publique doit aller de pair avec le respect des citoyens. Sur le terrain, l'opération visait notamment à libérer les espaces occupés anarchiquement et améliorer la fluidité de la circulation. Une opération de contrôle routier à caractère pédagogique a également été menée sur le boulevard du 30 juin. La tournée s'est poursuivie au rond-point Gaba. Le commandant de la ville y a ordonné la dispersion des parkings illégaux et l'évacuation des occupants des emprises routières. Des occupations considérées comme l'une des causes des importants embouteillages régulièrement observés sur ces carrefours. Le président de la République Félix Tshisekedi s'apprête à lancer une campagne de solidarité nationale. Cette initiative aura pour but de ressouder les Congolais. Le chef de l'État entend susciter à nouveau l'amour entre compatriotes. La campagne sera accompagnée d'une collecte de fonds et de biens en faveur de personnes en détresse. Plus de commentaires, plus de détails dans ce commentaire. Il s'agit d'inculquer dans l'âme du Congolais l'amour, le patriotisme, les préoccupations et les soucis de la vie de l'autre. Parce que de plus en plus, nous avons remarqué que les Congolais commencent à devenir plus ou moins indifférents, a argué F. Bazaïba, ministre des Affaires sociales. Les Congolais devraient faire donc preuve d'empathie afin de compatir avec leurs compatriotes en détresse. Cette attitude psychologique aura son volet matériel. Les Congolais devraient mettre la main à la poche pour aider les compatriotes dans le besoin. Le gouvernement indique que le pays connaît des crises multiformes qui affectent plus de 15 millions de Congolais. La grande part des vulnérables, soit 60%, sont ceux affectés par les conflits armés. La RDC est dans un cycle d'instabilité qui dure 3 décennies avec son lot d'orphelins, de déplacés, 7 millions au total, et de personnes en détresse alimentaire chronique. Toujours selon l'exécutif congolais, 25% des vulnérables sont affectés par les épidémies et 15% par la crise climatique,
notamment des pluies diluviennes et des inondations. Une crise humanitaire sans précédent est en cours au pays. Pour cela, la ministre des Affaires sociales indique que les Congolais ne devront plus se montrer indifférents aux malheurs d'autres compatriotes, mais ce devoir de solidarité n'épargne pas les pouvoirs publics de leurs devoirs. Le gouvernement continuera à soutenir les personnes en détresse. Venons-en à présent à cette question que j'évoquais au sommaire. Alors que le CESAC évoque des possibles sanctions contre TikTok, le gouvernement congolais ne privilégie pas à ce stade une suspension de la plateforme. Une fermeture pourrait en effet avoir des conséquences sur les créateurs de contenu, les activités commerciales et la diffusion de l'information numérique en RDC. Blest Kouzola. TikTok dans les viseurs des autorités congolaises, mais pas question pour l'instant de fermer la plateforme. Lors du briefing presse de jeudi, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, a plutôt plaidé pour la responsabilisation de plateformes et de leurs utilisateurs face au contenu jugé dangereux. Une position qui contraste avec celle du président du CESAC, Christian Bossembe, qui avait évoqué des sanctions pouvant aller jusqu'à la fermeture de TikTok en République démocratique du Congo. Mais au-delà de contenu problématique, une éventuelle suspension soulève une autre question. Quelles conséquences pour les utilisateurs? Pour de nombreux jeunes créateurs, TikTok constitue aujourd'hui un espace de visibilité, de promotion et parfois de revenus. Les commerçants et entrepreneurs y présentent également leurs produits et services à une audience importante. La plateforme joue aussi un rôle dans la promotion de la musique, de l'humour, de la danse et d'autres contenus culturels congolais. Une fermeture pourrait donc affecter tout un écosystème numérique. Elle pourrait également priver les institutions et les médias d'un important canal de communication avec la population. Pour le gouvernement, l'enjeu est désormais de trouver l'équilibre entre la lutte contre la désinformation et les discours de haine et la préservation des usages économiques, culturels et communicationnels du réseau social. Patrick Mouyaya prévient toutefois les internautes qui se cachent derrière l'anonymat pour propager la haine ou la désinformation. La justice, assure-t-il, part le retrouver. Et pour approfondir ces sujets, nous recevons un expert en réseaux sociaux, Trésor Kalonji. Bonsoir, monsieur Trésor Kalonji. Bonsoir. Et vous êtes un expert et attentif aux questions de mutation d'Internet et de fonctionnement et des enjeux que soulève son utilisation. Et depuis quelque temps, des voix s'élèvent en RDC pour évoquer une éventuelle suspension de TikTok. Est-ce une option envisageable selon vous? Merci pour la question et je vais l'entamer avec une analogie. Nous connaissons tous le phénomène de kidnapping qui se passe dans les grandes villes du pays. Par quel mécanisme les kidnappeurs obtiennent-ils les rançons qui les exigent? C'est par mobile money, la plupart du temps. Ils utilisent des opérateurs existants. Est-ce pour autant que l'on a demandé la suspension de ces plateformes? Non. Aujourd'hui, les discours de haine qui visent un certain nombre de personnalités sont décriés partout, c'est vrai. Et cela ne date pas d'aujourd'hui. Mais à entendre dire qu'il faille, pour la faute de certains, suspendre toute une plateforme qui, je le rappelle, clame près de 4 millions d'utilisateurs actifs. Et lorsque on entend parler des comptes qui sont indexés comme étant les facteurs de ces phénomènes-là, à peu près 2000, comment peut-on envisager du moins de suspendre toute une plateforme de 4 millions d'utilisateurs pour la faute commise par 2000 utilisateurs? C'est à ce niveau-là que je trouve que la suspension ou l'option envisager, parce que je vois des lettres ouvertes sur Internet circuler de personnalités qui demandent à ce que TikTok soit suspendu parce que ce serait un réseau qui prône l'immoralité. Je ne trouve pas que ce soit la solution la plus indiquée pour résoudre le problème. Alors, comment peut-on réguler l'utilisation de TikTok, d'un réseau social comme TikTok, sans pour autant porter atteinte à la liberté d'expression et puis à l'accès à l'information? Mais je pense que les plateformes, lorsqu'elles sont créées, elles ont des règles d'utilisation auxquelles chaque utilisateur souscrit. Et c'est logique.
Parmi les règles auxquelles souscrivent les utilisateurs, il y a le respect d'autrui, il y a le fait de faire abstraction de toute action qui pourrait nuire à autrui. Tout ça est spécifique. Lorsque l'utilisateur maintenant enfreint ces règles, la plateforme, dans ses conditions d'utilisation, est appelée à son niveau, avant qu'il n'y ait une régulation étatique ou de quelque autre nature. La plateforme elle-même a des mécanismes pour réguler cela. C'est la modération. Ils ont des équipes qu'on appelle des modérateurs qui sont formés pour cela. Mais la modération, elle marche à deux niveaux. Il y a la modération qui est faite où les utilisateurs constatent qu'il y a un contenu qui pose problème, ils le signalent ce contenu, et après, les modérateurs agissent en fonction de ce que prévoient les textes de la plateforme. Mais il y a un autre niveau de modération où on laisse les algorithmes, on laisse la machine décider si oui ou non un contenu est sujet à problème. Et c'est là où se pose tout le hic, où repose tout le hic par rapport à ces plateformes. La machine n'est pas omnisciente. On a eu à constater avec les années que les plateformes numériques ne sont pas outillées pour modérer du contenu qui n'est pas dans les langues africaines. Si vous utilisez Facebook, vous allez le constater, quand il y a des insultes qui sont faites en lingala par exemple, ou dans un argot beaucoup différent du français standard, vous aurez beau le signaler, les modérateurs n'étant pas natifs d'ici, ne connaissant pas les codes culturels de notre pays, ne savent pas distinguer ce qui est une insulte et ce qui ne l'est pas. Aujourd'hui, si dans une discussion en ligne, on traite quelqu'un de Amstel, excusez-moi de faire l'analogie, peut-être ça peut faire recourir à une marque, mais voilà, quand je le dis, ça peut ressembler à la marque d'un produit, mais en réalité, c'est une insulte déguisée qui a été codifiée comme telle depuis des années. Il faut vivre en RDC et dans un coin particulier de la RDC pour le savoir. Les modérateurs ne sont pas formés à ça. Ce sont des gens qui vivent généralement dépendant des sociétés aux Philippines ou dans d'autres pays qui n'ont aucune attache culturelle avec la RDC. Pendant des années, on a demandé à ce que le régulateur, dans le cas d'espèces ici, demande à ces plateformes de circonscrire ces problèmes. Trouver des modérateurs locaux qui comprennent la langue, la culture et qui, au regard de cela, sont à même de mieux spécifier et de mieux cadrer les contenus qui posent problème. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Si le problème se pose avec une telle acuité sur TikTok, c'est parce que ces mécanismes-là n'ont jamais été non seulement mis en place, mais même au niveau des recommandations, le régulateur, malheureusement, n'applique pas, ne demande pas à ces plateformes de s'y conformer. Mais il y a cette double question de régulation, liberté d'expression, accès à l'information qui pose problème, la question de modération. Qu'est-ce qui peut expliquer que le gouvernement, à travers ses services compétents, soit peu présent dans ce débat? Cette question renvoie au mode de gouvernance que le régulateur utilise. TikTok est venu ici. TikTok a envoyé ses représentants ici pour parler avec les régulateurs. De quoi ont-ils parlé? Qui a été associé à ces démarches? Aujourd'hui, on entend dire qu'il y a 2000 comptes qui posent problème sur TikTok que le CESAC voudrait voir fermer. Mais là, il y a une société civile spécialisée qui sait quels sont les comptes qui posent problème et il n'y en a même pas 400. Là, on en est à 2000. Et lorsque TikTok vient et qu'on lui donne des recommandations, il y a une charte qui a été signée par les créateurs de contenu, qui a été initiée par le CESAC. Où en est-on avec cette charte-là? Quel est le contenu? Quelles sont les mesures, je dirais, contraignantes? Et c'est là où je suis assez navré de voir que la police, le parquet et d'autres structures de la société civile ne sont pas associées à ces démarches. Vous signez une charte dans laquelle vous comptez sur la bonne volonté des gens, mais s'il n'y a aucun caractère contraignant, ça reste un papier qui n'a aucune valeur, aucune contrainte. Et malgré cela, les dérives continuent. Aujourd'hui, on en est à un niveau où c'est la première dame, par exemple, qui a été visée. Il y a de lever des boucliers de part et d'autre, mais il faudrait savoir comment doit-on réguler ce secteur, avec qui, par
quel mécanisme? Ce sont toutes ces questions qui devraient gouverner la façon dont on s'adresse à ce problème. Vous fermez 2000 comptes aujourd'hui, ça ne va pas changer le problème. Vous allez le déplacer. Les 2000 comptes rouvriront dans 2 semaines, 3 semaines avec de nouvelles identités. Vous fermez tout le réseau pendant un temps. C'est là des dispositions légales que vous mettez, je dirais, en péril. Parce que moi, qui n'ai rien à voir avec ce qui se passe en matière de discours de haine, j'utilise TikTok pour mes affaires, pour la mode ou quoi que ce soit. Vous n'avez pas le droit de me priver de l'accès au réseau. Les personnes sont en mesure d'intenter une action en justice contre l'État. Et ça, ce n'est pas quelque chose que nous voulons. D'ailleurs, depuis l'avènement du chef de l'État, les questions de censure, je pense que le gouvernement a fait le maximum, peut-être dans les zones opérationnelles. C'est vrai que là-bas, il y a un besoin de réguler pour éviter la désinformation, notamment avec les opérations militaires. Mais la censure, on n'a plus connu ça. On n'a plus connu ça, c'est quelque chose qu'on a oublié. Nous ramener ce vocabulaire aujourd'hui, parce qu'il y a 2000 comptes, encore un chiffre que j'estime assez élevé, qui menacerait la quiétude de 4 millions de personnes. Je trouve vraiment que c'est non seulement déplacé, mais inadapté aux problèmes qui nous concernent. Trésor Kalonji, nous vous remercions pour votre passage à notre journal. Merci. Je rappelle que vous êtes expert des questions. Voilà, des questions d'Internet et réseaux sociaux. Poursuivons dans ce journal. Alors que la menace d'une grève des enseignants se précise, la ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Raissa Malou, a réuni les agences et partenaires chargés du paiement des salaires des enseignants au centre des échanges, les difficultés persistantes liées à la paie et les solutions à envisager pour éviter une perturbation dès la rentrée scolaire. Myriam Likio pour des détails. À l'approche de la rentrée scolaire, alors que les menaces d'une grève d'enseignants se précisent, la question de la régularité des salaires revient au centre de préoccupation du secteur éducatif. Pour tenter de désamorcer la situation, la ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Raissa Malou, a réuni ce jeudi 13 août les partenaires chargés du paiement des salaires des enseignants. Les échanges ont notamment porté sur les retenues des salaires, leur résorption, les retards des paiements, ainsi que les difficultés liées au reversement de fonds. Objectif: améliorer la qualité de la célérité du service de paie sur l'ensemble du territoire national. Pour le gouvernement, l'enjeu est désormais de trouver des solutions concrètes afin d'assurer une paie régulière et d'éviter que les retards ne débouchent sur une paralysie des activités scolaires. Au-delà de cette réunion, les enseignants attendent surtout des actes, car lorsque les salaires tardent, c'est non seulement le pouvoir d'achat des enseignants qui est affecté, mais également le fonctionnement normal des établissements scolaires. Cette rencontre entre la ministre et les partenaires de la paie constitue donc une étape importante à l'approche de la rentrée. Reste à savoir si les mesures qui seront prises permettront de répondre aux préoccupations des enseignants et surtout d'éviter une nouvelle grève dans les secteurs essentiels à l'avenir de la République démocratique du Congo. À quelques jours de leur départ pour la France, les 44 boursiers de la première cohorte du programme national Excellencia RDC ont été reçus à la primature. Une rencontre avec la première ministre Judith Suminwa placée sous le signe de l'excellence, mais aussi de la responsabilité. Suivez. Ils sont 44 jeunes lauréats, bientôt sur le chemin de la France pour poursuivre leurs études universitaires à Reims, Lille et Marseille. Avant leur départ, les boursiers ont découvert les coulisses de la primature, notamment les bâtiments Lumumba et les jardins de Premier, avant un échange avec la chef du gouvernement. Au-delà des études, Judith Suminwa les a encouragés à profiter de cette expérience pour découvrir leur nouvel environnement tout en préservant leur identité. Une rencontre également destinée à rappeler la responsabilité de ces jeunes appelés à devenir les futurs cadres de la République. Comme ça, j'ai beaucoup apprécié ce moment, tous les conseils qu'elle nous a donnés et je sens que ça va vraiment beaucoup m'aider. Alors, ce qu'on a retenu des conseils de la première ministre, c'est que, évidemment, ce sera pas facile, mais avec de la résilience, du travail, de la discipline, tout ce qu'on pourra entreprendre de faire en termes d'études, en termes intellectuels,
pourra être possible. Le programme Excellentia RDC entend inscrire le bourse d'excellence dans la durée. Les tests pour la prochaine cohorte sont annoncés pour septembre. À travers cette première cohorte, le gouvernement entend ainsi faire de l'excellence scolaire un levier de développement du capital humain et préparer une nouvelle génération de cadres congolais. En sport, le processus électoral à l'Ice V-Club suscite interrogation au sein de la famille vert et noir. Au cœur de la controverse, la procédure de dépôt de candidature et le montant de caution exigé. Blaise Tukuzola nous en dit davantage. À l'ASV Club, la course à la présidence continue de susciter de réactions. Florima Pamboli a officiellement déposé sa candidature à la présidence du comité de coordination du club. Selon plusieurs sources, le dossier a été accompagné d'une caution de 240 millions de dollars américains. Une information rapportée également par nos confrères de Forum des As. Mais cette procédure soulève une question de conformité aux textes internes du club. Des publications faisant référence à l'article 36 du règlement d'ordre intérieur de l'ASV Club indique que les candidatures à la présidence devraient être déposées auprès du comité du SAGE, lequel serait également compétent pour déterminer les montants de la caution. Dans le même temps, deux informations sur la candidature de l'EMA des Kaiser déposée auprès du comité du SAGE avec une caution annoncée à 30 000 dollars américains. Des procédures, des montants, c'est cette différence qui alimente aujourd'hui le débat. La question est donc de savoir quelle instance est juridiquement habilitée à réceptionner les candidatures et sur quelle base les montants de caution ont été fixés. Une clarification officielle des organes compétents de l'ASV Club permettrait d'élever ces interrogations et de préserver la crédibilité du processus électoral. Pour l'heure, aucune conclusion définitive ne peut être tirée sans la consultation de textes applicables et des décisions formelles prises par les instances du club. Avec club, la transparence sur les règles du jeu reste donc au centre des attentes. Affaire à suivre. Toujours en sport, le stade des Martyrs ne figure pas parmi les 8 enceintes retenues pour accueillir les matchs de la Ligue nationale de football, l'INAFoot 2026-2027. La compétition se jouera notamment à Kinshasa, Lubumbashi, Kindu, Kalemi, Kisangani, Kolwezi et Likasi dans le Haut-Katanga. Encore une fois, Blaise Tukuzola. Coup dur pour le football quinois. Le stade de Martyrs ne pourra pas accueillir les rencontres de la LINAFoot cette saison. La FECOFA a retenu 8 stades pour abriter les matchs du championnat national. À Kinshasa, c'est le stade Tata Raphaël qui accueillera les rencontres. À Lubumbashi, 2 enceintes sont retenues, le stade TP Mazembe et le stade Frédéric Kibasa Maliba. Le stade Joseph Kabila de Kindu et celui de Kalemi figurent également sur la liste aux côtés du stade Patrice Emery Lumumba de Kisangani, du stade Dominique Dur de Kolwezi et du stade Père Augustin Kikula de Likasi. L'absence du stade de Martyrs constitue la principale surprise de cette sélection. Selon les informations communiquées, cette décision intervient notamment après plusieurs actes de vandalisme enregistrés dans cette enceinte lors de précédentes rencontres. Le mythique stade de la capitale devra donc patienter avant de retrouver les affiches de la LINAFoot. Pour cette nouvelle saison, le club de Kinshasa devront ainsi se tourner vers le stade Tata Raphaël pour leur rencontre à domicile. Place à présent à la page internationale. Je l'annonçais en titre, à Madagascar, la grande île, les autorités se réorganisent. L'objectif, faire face à la crise énergétique. On parle là des hydrocarbures et les autorités veulent justement privilégier et protéger l'économie nationale. Suivez. Madagascar vient de concrétiser la première opération de son nouveau dispositif d'importation publique des carburants. Le 12 août à Toamasina, l'État a réceptionné le Sunda 1, un tanker transportant 67 millions de litres de gasoil destiné exclusivement à la Jimara, la compagnie nationale d'eau et d'électricité. Négociée par le groupe nigérien Sahara, cette cargaison doit couvrir environ 6 mois des besoins de la compagnie. Elle intervient alors que Madagascar a réactivé le 17 juillet 2026 son état d'urgence énergétique face aux tensions sur les approvisionnements pétroliers liés au conflit au Moyen-Orient.
L'opération marque la première application concrète de la réforme du secteur aval adoptée le 1er juillet qui prévoit la nationalisation des importations de carburant, jusque-là assurées par des opérateurs privés. Le changement intervient dans un pays fortement dépendant des produits pétroliers importés et dont une grande partie de la production électrique repose sur le carburant. Place à présent à l'actualité vue par les journaux, c'est la revue de presse dans une sélection et commentaires de Dans mon mat. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Géopolice Hebdo ouvre cette revue avec les numériques. Les tri hebdomadaires s'intéressent au partenariat entre RTL et SpaceX et à l'arrivée annoncée du Direct to Cell, une technologie permettant à des smartphones compatibles de se connecter directement au satellite Starlink lorsque les réseaux terrestres ne sont pas disponibles. Pour la RDC, écrit-il, où des vastes zones restent difficiles à couvrir par des infrastructures classiques, cette innovation pourrait devenir un outil d'intégration du territoire. Mais Géopolice Hebdo souligne également les enjeux de régulation, de concurrence et de souveraineté numérique qui se posent à la RPTC. Du ciel au terrain politique, la loi sur les référendums fait l'objet d'un coup de frein. Selon Info 27, Félix Tshisekedi a renvoyé au Parlement la loi sur l'organisation des référendums après les 13 réserves d'interprétation de la Cour constitutionnelle. Le texte sera repris dès la session de septembre afin d'intégrer les exigences de la Haute Cour. Une décision qui, au-delà de l'aspect juridique, est également lu sous l'angle politique par Africa News. Le tabloïd parle d'un coup de frein et relève que le renvoi du texte en seconde lecture intervient à la veille des discussions politiques cruciales. Officiellement motivé par les réserves de la Cour, ces reports pourraient, selon certains cercles politiques, constituer un signal d'apaisement et permettre au pouvoir d'éviter d'ouvrir un deuxième front intérieur. Cette décrispation apparente intervient alors que l'opposition maintient la pression sur la question du dialogue national. Pour Ouragan, le 15 août, date butoir fixée par la coalition article 64, pourrait faire basculer les bras de fer dans une phase plus musclée et tendue. Dieudonné Bolengue-Tengue menace d'action de grande envergure, voire d'un appel à la désobéissance civile si le dialogue n'est pas convoqué. Mais Congo Nouveau apporte une nuance importante à cette menace. La C64 assure son unité et précise qu'aucune manifestation n'est prévue le 15 août. Cette date constitue plutôt une ligne rouge. En l'absence d'avancées significatives vers les dialogues, la coalition promet toutefois de tirer toutes les conséquences politiques et de relancer ces manifestations citoyennes. Sur un autre front, la question sociale s'impose à Kinshasa. La prospérité revient sur les démolitions de constructions qualifiées d'anarchiques par les autorités provinciales. La CAGE appelle au respect du droit des propriétés et à l'indemnisation des propriétaires de bonne foi disposant des documents officiels. L'organisation recommande notamment de privilégier avant toute démolition le dialogue, les relogements et l'indemnisation, dénonçant les situations où l'administration autorise ou tolère des constructions avant de les détruire plusieurs années plus tard. Enfin, les potentiels met l'accent sur la situation sanitaire. La 17e épidémie d'Ebola de souche Bundimbugyo touche désormais 53 zones de santé dans 5 provinces. Au 11 août, le pays comptait 4566 cas confirmés et 2128 décès, pour un taux de létalité de 46,6%. L'Ituri demeure la province la plus touchée. Fin de cette revue de presse. Merci de votre attention et bon début de week-end chez vous. Et c'est la fin de cette édition, mais avant de la boucler complètement, je vous en rappelle ses principaux titres. À la veille de l'expiration de l'ultimatum lancé par la coalition C64, la pression monte autour de la convocation du dialogue national. La C64 attend des actes du pouvoir, faute de quoi elle menace de retrouver la rue. À la une également, vous l'avez suivi, alors que le CSAC évoque des possibles sanctions contre les réseaux sociaux TikTok, le gouvernement ne privilégie pas encore la suspension de cette plateforme dont certains se servent pour des attaques et invectives. Et puis à l'international, vous l'avez suivi, à Madagascar, la grande île, les autorités se réorganisent pour faire face à la crise énergétique et ainsi protéger l'économie. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Géopolice Télévision.
Ce journal vous a été présenté par Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.